En juillet 2020, le Tchad abritera les assises du Forum international des femmes de l'espace francophone FIFEF et la journée d'initiative des femmes africaines. L'annonce a été rendue publique à l'issue d'une audience entre la première dame Hinda Déby Itno et la coordinatrice du FIFEF. À Malabo, en Guinée équatoriale, les élus du peuple de la zone CEMAC planchent sur le rapport du budget de la CEMAC pour l'exercice 2020. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le ministre des Infrastructures, des Finances et du Budget et celui des Finances et du Budget et celui des Infrastructures sont allés constater ce matin l'évolution des travaux de construction du nouveau siège de la Direction générale des douanes et droits indirects et de la douane de Ngéli. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. À l'entame de ce journal, sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Nouakchott, en Mauritanie. Il prendra part demain au 6e sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue mauritanien et la hiérarchie militaire mauritanienne. Après l'exécution de l'hymne, le chef de l'État a serré les mains des responsables du G5 Sahel, dont le siège est basé à Nouakchott. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel ont tenu une rencontre bilan sur les activités menées par la force G5 depuis sa création. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour, en l'occurrence la réforme du secrétariat exécutif. Un compte rendu signé Gapilénissé. C'est une rencontre bilan qui a permis de mesurer le degré de mise en œuvre de toutes les actions menées, appréhender ce qui a été fait jusqu'à nos jours et poser les perspectives pour cette jeune organisation. Les ministres des pays membres ont principalement mis sur le tapis la question de la réforme en cours du secrétariat permanent, l'opérationnalisation du centre sahélien et d'analyse précoce, la mobilisation des ressources financières auprès des États membres et des partenaires techniques et financiers, l'élaboration des différents outils de gestion et d'aide à la décision, le lancement des études du chemin de fer G5 Sahel et la consolidation des rapports avec les partenaires internationaux et para-étatiques. Déjà, plusieurs actions ont été menées ou sont en cours, notamment avec la consolidation ce dimanche à Nouakchott de la plateforme des femmes et bientôt celle de jeunes, l'implication des programmes de développement et la mobilisation des ressources, ainsi que l'accroissement de la visibilité et l'opérationnalisation de la force conjointe. Une force conjointe au sein de laquelle le bâton tchadien joue un rôle de premier plan et qui en attend d'être déployé dans le fuseau centre. La délégation tchadienne attend également de cette session la consolidation et la mise en marche de plusieurs projets dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel. Nous citerons 15 projets mixtes avec les zones frontalières du Niger, un projet d'électrification et des projets de développement en faveur des jeunes et des femmes dans les provinces de l'ouest et du nord-ouest du Tchad et l'installation de l'Académie régionale de police, un centre de formation régionale de l'unité de police pour le G5 Sahel. Un projet d'ordre du jour et d'une déclaration finale pour la conférence des chefs d'État qui se tient ce 25 février 2020 ont été élaborés. Je le disais au sommaire de ce journal, le Tchad abritera en juillet 2020 les assises du Forum international des femmes de l'espace francophone FIFEF, doublé à la journée d'initiative des femmes africaines JIFA. L'annonce est rendue publique cet après-midi à l'issue d'une audience accordée par la première dame du Tchad à une délégation du FIFEF conduite par sa coordinatrice internationale, Madame Nzika Kayeka Denise. Reportage Nasson Oditi.
Une délégation du Forum international des femmes de l'espace francophone, conduite par sa coordinatrice internationale, Madame Zika Kayika Denise, et la présidente du Forum international de l'espace francophone, Madame Marie-Louise Moussenga, a fait le déplacement du Tchad pour informer officiellement la première dame Hinda Déby Itno, marraine du Conseil national des femmes du Tchad, du choix porté sur N'Djamena pour abriter ses assises en juillet 2020. À cette audience, une forte délégation du Conseil national des femmes du Tchad, CONAF Tchad, conduite par sa présidente, Madame Mariam Mamanour, est également représentée. Ce forum des femmes panafricaines que le Tchad abritera vise à changer de vision et de politique en matière de droits de la femme africaine. Une autre distinction honorifique est décernée à la première dame du Tchad par le Forum international des femmes de l'espace francophone. C'est pour saluer, je cite, sa qualité de bâtisseuse de la paix, du développement et de la promotion de la femme africaine. Fin de citation. Un drapelé de la GIFA estampillé, un mot de la femme africaine, c'est le développement de l'Afrique, est également remis à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Notre mission ici en République du Tchad était d'abord de lui présenter l'équipe que nous allons installer demain par rapport au Forum international des femmes de l'espace francophone, journée d'initiative africaine. Nous allons installer la coordination régionale de l'Afrique centrale qui doit être parrainée ou bien patronnée par la République du Tchad. Et l'aura sous elle au moins 11 pays de l'Afrique centrale. C'était ça notre première raison de la visite. À en croire la présidente du Forum international des femmes de l'espace francophone, cette rencontre d'N'Djamena est une nouvelle opportunité de se faire entendre devant les instances de prise de décision. La deuxième, c'était pour que nous puissions demander à la distinguée première dame d'être notre porte-voix auprès des autres distinguées premières dames, pas seulement de l'Afrique francophone, mais aussi de tout l'espace africain, afin que nous puissions atteindre, comme au niveau des Nations Unies, que nous puissions avoir l'Union africaine femmes. Là, toutes les femmes vont se retrouver, là, toutes les femmes vont distinguer et vont discuter des problèmes concernant la femme, parce que tout ce dont on parle dans les objectifs de développement durable, horizon 2030 ou bien horizon 2063, ça ne concerne que la femme et l'enfant. Les victimes dans tout ce que nous avons, si nous n'avons pas atteint tous ces objectifs, ce sont les femmes et les enfants. Or, la femme africaine, elle est une, mais elle est plurielle par rapport à la diversification des coutumes, des traditions et des langues, mais elle est une parce que leur problème est un. Le Forum international des femmes de l'espace francophone, dont le siège est basé à Kinshasa, est un organisme de la société civile spécialisé en matière de défense et de protection des enfants, femmes et jeunes dans l'espace francophone. Elle milite pour cette cause depuis 2002. Les membres du comité de pilotage de l'organisation de la deuxième édition du Safagri, en temps des salons africains de l'agriculture, se sont réunis cet après-midi au palais présidentiel autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi Debe. Les préparatifs de cet événement étaient au menu de la rencontre. Un reportage à Sirana Matigar. Pour avoir organisé avec succès la première édition du Safagri, Salon africain de l'agriculture, le Tchad se voit confier l'organisation de la deuxième édition et même l'institutionnalisation du Safagri. La flamme du succès retentissant de la première édition doit être ravivée. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi Debe, qui a reçu les hautes instructions du chef de l'État Idriss Déby Itno, a convié les membres du comité de pilotage à l'effet de scruter les détails des préparatifs. La deuxième édition du Safagri, qui s'étendra du 11 au 19 avril prochain, avec pour thème les stratégies de financement des chaînes de valeur et l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange commercial en Afrique, sera couplée au sommet des chefs d'État et celui des premières dames du SILS, lesquels seront précédés des réunions des experts et des ministres de l'espace SILS. Majidien Pajarit,
La ministre en charge de l'agriculture, au sortir de la réunion, se montre très confiante quant à la réussite de l'événement. Je peux déjà vous dire que ça avance très bien parce que tout à l'heure, nous avons eu à échanger sur des questions de contact, de mobilisation des ressources, de l'organisation pratique. Et je crois que nous sommes très avancés dans l'organisation et nous espérons que pour l'année 2020, ce serait encore une réussite de plus belle. L'on se souvient que dans le cadre de l'organisation de la deuxième édition de Safagri et du sommet des chefs d'État et de gouvernement de SILS, le secrétaire exécutif de cette organisation, Djimé Adoum, et le ministre d'État nigérien en charge de l'agriculture ont séjourné au Tchad en janvier dernier. À Malabo, en Guinée équatoriale, les élus du peuple de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale procèdent à l'examen du rapport de projet du budget de la CEMAC pour l'exercice 2020. C'est un instrument financier de l'organisation sous-régionale qui traite de l'environnement socio-politique et sécuritaire. Doba Robert. Le projet de budget de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour l'exercice 2020 est soumis à l'intention des élus du peuple de la zone CEMAC. Il s'élève à plus de 88 milliards contre 83 milliards de nos francs pour l'exercice 2019, soit une augmentation de plus de 5 milliards de nos francs. Cette augmentation s'explique par la mise en place de nouvelles institutions et le financement de la communauté. C'est un projet de budget qui englobe l'ensemble des réalisations des structures communautaires et leur financement. Cet instrument financier de l'organisation sous-régionale tient également compte de l'environnement socio-politique et sécuritaire afin de traduire en acte les initiatives prises par les chefs d'État de la zone CEMAC. Des initiatives portant sur la restauration d'un climat de paix dans l'espace communautaire. S'agissant de l'éventuelle migration du fonds CFA à une quelconque monnaie, le professeur Daniel Ona Ondo soutient que la commission de la CEMAC et la BEAC ont été mandatés par les chefs d'État d'approfondir la réflexion sur la question. Cette réforme monétaire, si elle se concrétise, doit répondre aux défis de l'espace communautaire. Dans la province du Chariba-Guermé, le gouverneur accompagné de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, se sont rendus à Massénia. Objectif de ce déplacement, constater l'évolution des travaux de construction de la commune. Falambi Soulgan. Constater de visu l'évolution du chantier de la construction de la commune de Massénia, c'est le but du déplacement du gouverneur de la province du Chariba-Guermé, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar. Selon le responsable de l'entreprise en charge de la construction de la dite commune, les travaux sont exécutés au-delà de 80%, nonobstant quelques difficultés. Le président du comité de gestion de 5% de revenus de la zone productrice de Koudaloa lance un appel au ministère en charge des finances afin que le projet puisse aboutir. Je remercie très vivement son excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui nous a donné la confiance de présider cette institution. Et par la suite, suivant ces orientations, nous avons pu réaliser certains ouvrages dans la province du Chariba-Guermé. Aujourd'hui, on est venu à Massénia pour visiter le chantier en construction, abritant le bureau de la commune de Massénia. Certes, il y a un arrêt de travaux, mais faute de moyens, que le chef de l'État a donné des orientations, des instructions. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, par ailleurs natif de la province, rassure que le gouvernement sous la conduite éclairée du président de la République Idriss Déby Itno fait du développement socio-économique du Tchad en général sa priorité. Vous le savez, Massénia, qui est le chef-lieu de la province du Chariba-Guermé, est une ville qui est un peu démunie par rapport aux autres. Et donc si cet édifice de la mairie de Massénia est finalisé, ça sera un des joyaux vraiment de la province. Et donc c'est tout à fait normal qu'en tant que fille de la province, que je vienne pour dire que nous sommes là pour les soutenir et que nous sommes là aussi pour les encourager. Satisfait de l'évolution des travaux, le gouverneur de la province du Chariba-Guermé, Dr Aboubakar Djibril Aboubakar, promet de faire un plaidoyer pour que le financement soit débloqué.
Le chef de l'État Idrissa Déby Itno se trouve depuis cet après-midi à Nouakchott en Mauritanie, dans la capitale mauritanienne. Le président de la République participera ce 25 février 2020 au 6e sommet ordinaire des chefs d'État et du G5 Sahel. Le film de l'arrivée du président de la République à Nouakchott avec Dabaya Oumar Souni. Nouakchott va accueillir le 25 février le 6e sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Ce lundi, en début de soirée, le chef de l'État Idriss Déby Itno est arrivé dans la capitale mauritanienne. Sur la piste de l'aéroport international Tounsi, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a accueilli le chef de l'État Idriss Déby Itno. L'ambassadeur du Tchad en Mauritanie avec résidence au Niger, Ousmane Nessougui, les ministres des Affaires étrangères Chérif Mohamed Zine et de la Défense Mohamed Abali Salah étaient également de l'accueil. Dans le salon d'honneur, le président tchadien et son homologue mauritanien ont planché sur les questions bilatérales. Cette rencontre était également une occasion pour les chefs d'État d'échanger sur les enjeux sécuritaires et de développement de la région. Le sommet de Nouakchott intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des violences dans les zones des 3 frontières. À l'issue du 6e sommet ordinaire, la présidence en exercice du G5 Sahel reviendra au président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Gila et son collègue en charge des infrastructures, Abderrahmane Mokhtar Mahamat, se sont rendus ce matin au nouveau siège de la Direction générale des douanes et droits indirects assise au quartier Chagua dans le 7e arrondissement et à la douane de Nguéli. Objectif, constater l'évolution des travaux de construction. Apolline Gani. Les membres du gouvernement sont en visite d'inspection des travaux de construction du nouveau siège de la douane et de la plateforme de l'imagerie douanière ou scannage à Nguéli. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguéli, du secrétaire d'État aux Finances, Ahmad Al-Khoudar Ali Fadel, et celui des infrastructures, Abderrahmane Mokhtar Mahamat. Première étape de la visite, le nouveau siège des douanes. Ici, c'est un bâtiment à 6 niveaux, constitué de 115 bureaux, d'un restaurant, d'un magasin et un espace pour des activités techniques. Les travaux sont exécutés à plus de 90%. Il ne reste que la réception de ce joyau architectural. C'est un projet qui a démarré déjà il y a quelques temps. Nous sommes venus avec mon collègue du ministère des Finances pour constater de visu ce qui a été fait. Et nous disons qu'actuellement, au niveau où on est venu voir, c'est un bâtiment déjà prêt à être utilisé, tant bien qu'il y a quelques réserves qui peuvent être arrangées dans la période de garantie, qui doit durer encore 1 année, et normalement, d'ici la semaine prochaine. Le ministre des Finances et du Budget, qui attend d'un moment à l'autre réceptionner ce bâtiment, se dit satisfait des travaux réalisés. La douane d'Nguéli est la 2e étape de la visite des membres du gouvernement. Ils sont venus également constater l'avancée des travaux de construction de la plateforme de l'imagerie douanière ou scannage. C'est un système informatique qui permettra de contrôler les cargaisons afin de lutter contre la fraude, la criminalité et la contrefaçon. Ça permettra d'avoir un contrôle à 100% de tout ce qui entre au Tchad par cette accès du Nguéli, de vérifier qu'il n'y ait pas de trafic illicite des armes, de la drogue, aussi qu'on ne fraude pas sur les tarifs ou bien de déclarer des produits A plutôt que des produits B. Et ça permettra également d'avoir une fluidité, une rapidité de traitement, d'accroître les recettes, de baisser les coûts. Donc c'est un projet très important et qui entre dans les performances de nos régies. Et c'est à mettre au crédit de la direction générale. Les responsables de la douane saluent le chef de l'État pour la mise en œuvre de cet outil au service des douanes.
Cet outil de contrôle douanier participera au développement socio-économique du Tchad. Ouverture ce matin de l'atelier de renforcement des capacités sur le genre à l'intention de 50 participantes membres du CONAFA. C'est le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Douane, qui a donné le coup d'envoi des travaux en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement et du chef de la coopération de l'Union européenne, Abdelhadi Mohamed Saleh Babayaro. L'institutionnalisation de l'approche genre, c'est le thème choisi ce lundi à l'atelier de renforcement des capacités, intitulé le concept genre des points focaux des ministères, organisé par le ministère de l'économie et de la planification du développement, en collaboration avec le CONAF Tchad, entendez Conseil national des femmes du Tchad. Les chefs de coopération de l'Union européenne soulignent que les femmes sont unanimement reconnues comme un facteur essentiel de développement. La question du genre apparaît comme fondamentale pour le développement. La présence et le rôle des femmes dans le développement est essentiel et toutes les études maintenant le démontrent. En s'appuyant sur les femmes, on fait progresser le développement plus rapidement. La présidente de CONAF souligne pour sa part que la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes sont essentielles pour la réalisation des objectifs des femmes tchadiennes à l'horizon 2030. Si nous sommes aujourd'hui dans cette salle pour parler de ces concepts dont l'importance n'est plus à démontrer, c'est grâce au ministère coordonnateur du développement de notre pays. Je voudrais citer le ministère de l'économie et de la planification du développement et à l'Union européenne, premier bailleur de fonds du Tchad, qui ont voulu prendre à bras le corps ces concepts et qui ont fait confiance au CONAF pour l'organisation du présent atelier. Ouvrant les travaux, le ministre de l'économie et de la planification du développement a insisté sur l'importance et l'exigence de l'implication des femmes en tant qu'actrices dans les processus de développement durable. Depuis des années, l'Union européenne accompagne les efforts du gouvernement de la République du Tchad en mobilisant des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, le plan national de développement et les politiques sectorielles des ministères concernés. Aujourd'hui, les nombreuses réalisations dans le cadre des programmes de coopération Tchad-Union européenne, notamment dans le domaine des infrastructures hydrauliques, des domaines judiciaires, sanitaires, la construction des routes, etc., en sont des preuves tangibles d'un partenariat en plein essor. Issa Douane invite les partenaires techniques et financiers à accompagner le CONAF Tchad dans les processus de développement et l'autonomisation des femmes tchadiennes. Le 27 février prochain se tiendra à Bongor la cérémonie officielle de la pose de première pierre de construction du pont reliant la ville de Bongor à celle de Yagua au Cameroun. À quelques jours de l'événement, le focus est tourné sur les préparatifs et les conditions de traversée du fleuve Logone. Granga Chamirima. C'est l'ambiance quotidienne qui prévaut tout le long du fleuve Logone qui sépare la ville de Bongor et celle de Yagua. Deux villes qui partagent les mêmes valeurs culturelles, économiques et socio-traditionnelles. La pêche est l'une des activités majeures des riverains qui écoulent les fruits de leur labeur sur le marché. Mais ces activités ne peuvent s'accomplir sans difficultés majeures. Avant, pour traverser, quand je traverse, je dois payer tout ça avec le pirogue. Avec la pirogue, on aura beaucoup d'accidents. Avec tout ça, je suis fier parce que cette année, on a aussi des constructions de ponts. On traverse là, on paye. Maintenant, là, on ne va pas payer. Le bac joue un rôle indispensable dans le transport des biens et des personnes. Siamtia Tanga, conducteur, accueille avec satisfaction le futur pont entre Yagua et Bongor. Le moteur, c'est le moteur Dutch allemand. Et depuis 23 ans que je conduis ça. Grâce à ce bac, on transporte les véhicules, les marchandises aussi, les camions chargés, camions à vide et les véhicules pick-up. Le bac va être transféré. Et quand le pont est déjà, ça c'est une bonne affaire. Ça peut aider, ça c'est le développement de la région de Mayo-KBS. Donc c'est bon pour que le pont soit fait.
D'une distance de 620 mètres linéaires, la construction du pont renforcera les liens de coopération économique. Toutes les dispositions techniques sont mises en musique par le ministère des Infrastructures. Le président de la République a toujours souhaité, a mis toujours dans son programme le développement du pays. Et le président de la République n'a jamais perdu d'un instant le développement de Bongo en particulier, hein, et le Tchad entier. Avant que ce pont soit construit, les gens traversaient en pirogue. Et vous savez, traverser en pirogue a trop de conséquences négatives. Les pirogues se renversent, avec les pirogues renversent les personnes et les marchandises chaque année. Et ça cause beaucoup de dégâts. Cette fois-ci, c'est une ouf de soulagement que les gens vont traverser sans difficulté. À quelques jours de la cérémonie officielle de pose de la première pierre de construction du pont sur le fleuve Logone, avec ses voies de raccordement entre Yagua et Bangor, les caterpillars sont à pied d'œuvre, signe que les travaux vont bon train. Il se tient depuis ce matin l'atelier national de formation des formateurs à l'outil méthode de bonne gestion des urgences de la FAO. C'est pour améliorer la résilience des communautés dépendantes des équidés et affectées par la mortalité d'ânes et de chevaux en Afrique de l'Ouest et centrale. Les détails avec Noubadombaï Talomadi. La formation de formateurs à l'outil méthode de bonne gestion des urgences en matière de santé animale est une réponse à la mortalité des ânes et des chevaux en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les maladies des animaux sont transfrontalières, épidémiques et contagieuses. Elles sont à l'origine des mortalités dans les milieux animaux avec des conséquences socio-économiques très élevées. Étant expert, vous avez pu apprécier, comme nous tous, plusieurs pays africains ont été confrontés à des mortalités des chevaux et des ânes de niveau très élevé. La tenue de cette formation permet de mieux outiller les agents en charge de la santé animale des nouvelles méthodes et techniques de riposte rapide. Cet atelier organisé conjointement par la FAO et le département de l'élevage arrive à point nommé puisqu'elle permet de renforcer les capacités de service de l'élevage au niveau central et de concentrer, de mieux connaître les bonnes pratiques de gestion des crises face aux maladies animales. Pendant 5 jours, les agents de l'élevage en charge de la santé animale verront leurs capacités renforcées grâce aux experts venant de l'Afrique de l'Ouest et ceux du pays. Ce matin, la Fondation Grand Cœur a officiellement lancé au centre IALI de Facha la session de formation à l'intention des jeunes de la capitale dans le cadre du méga programme dénommé Mon quartier, mon engagement. Une formation lancée par la secrétaire générale de la dite fondation, Moussa Mboudou Abdoulaye. Lancé le 25 janvier dernier, le programme Mon quartier, mon engagement, initié par la première dame, présidente de la Fondation Grand Cœur, entre dans sa phase de concrétisation. Aujourd'hui, près de 1000 jeunes de la commune du 1er arrondissement suivent par vague au centre IALI des sessions de formation. Ils auront durant 12 mois des notions sur l'entrepreneuriat, la bureautique, l'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux, mais aussi des techniques d'alerte et celles des premiers secours en cas d'accident ou incendie. Le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mohamed Abdelkerim, insiste sur l'importance de la formation. Partenaire de la Fondation Grand Cœur, la Croix-Rouge du Tchad, par la voix de son vice-président, laisse entendre que cette formation entre en droite ligne de leur mission. Cette mission de la Croix-Rouge cadre bien parfaitement à celle fixée par son Excellence Madame la Première Dame et Présidente de la Fondation Grand Cœur. Pour la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, cette formation est une réponse aux multiples appels adressés à son institution. En misant sur ces jeunes des différents quartiers, la présidente de la Fondation Grand Cœur entend faire d'eux
la pierre angulaire du développement de notre cité. Elle reflète les attentes de la jeunesse tchadienne qui aspire à un avenir meilleur. Habiba Sahoul Bagonchome d'ajouter que la Fondation Grand Cœur s'est résolument engagée pour l'épanouissement de la jeunesse en dédiant l'année 2020 à cette tranche de la population. En politique, le secrétaire général provincial du Mayo-Kébi-Est, Lissa Diabdelbanat Falla, accompagné de 3 membres du bureau politique national du MPS, s'est rendu à Moulkou. Objectif, échanger avec les militantes et militants du parti de cette localité. Mahamad Seïd Abakar. Moulkou, une commune de la province du Mayo-Kébi-Est, est aux couleurs du mouvement patriotique du salut MPS. Les membres du bureau politique national BPN du MPS, pour le compte de cette province, échange avec les militants et militantes de cette localité. D'entrée de jeu, le secrétaire exécutif du conseil communal du MPS de Moulkou, Abdoulaye Diagna, s'est réjoui de la mobilisation. Les 3 membres du BPN du MPS, Gayan Soare, Bersou Galbansou et Ibangawa, se sont relayés pour inviter les militants et militantes à se mettre au travail pour le triomphe du parti aux futures échéances électorales. Les députés Routon et Mongolon et le secrétaire général provincial du Mayo-Kébi-Est, Lissa Diabdelbanat Falla, ont invité la population de cette commune d'épouser l'idéologie politique du MPS pour le développement socio-économique de la localité. Pour encourager les activités sportives, les responsables politiques ont remis quelques équipements aux jeunes de la commune de Moulkou. Parlons politique toujours avec l'installation de 23 membres du bureau de soutien au MPS de la commune Roro dans la province du Moyen-Chari. Les détails avec Abakar Dirija Amat. L'objectif de ce déplacement est d'installer les nouveaux bureaux de soutien au MPS sous-préfectoral et la redynamisation des différents organes du parti afin de mieux affronter les futures échéances électorales. Souhaitant la bienvenue aux militants et militantes, le secrétaire exécutif communal de Roro, Abdelaziz Ouaya, a témoigné que les militants de la commune de Roro sont disponibles à servir les MPS quelles que soient les circonstances. Le coordonnateur du bureau de soutien au MPS de la province du Moyen-Chari, Mohamed Nour Abakar Yesko, a réaffirmé la détermination et le soutien indéfectible des membres du bureau de soutien à la réussite dans le département pour que le MPS triomphe aux futures consultations électorales. Quant au secrétaire général provincial du MPS, Mohamed Bokar Ramadan, a d'abord remercié les militants et militantes pour l'accueil. Il les a rassurés que le président fondateur du mouvement patriotique du Sali, Idriss Déby Itno, compte beaucoup sur le lac Iro et la commune de Roro pour les prochaines victoires dans la province du Moyen-Chari. La cérémonie a pris fin par l'installation du nouveau bureau de soutien à la réussite au MPS de la commune de Roro. Ce bureau est composé de 23 membres et est dirigé par Mohamed Seïd. Toujours dans le Moyen-Chari, sachez que le secrétaire provincial vient de lancer l'opération de recensement physique et d'enrôlement biométrique des pensionnés de la province. Momport Béadoumgar. Cette opération de recensement physique et d'enrôlement biométrique permettra d'une part de fiabiliser et d'actualiser les données des bénéficiaires et d'autre part de sécuriser surtout les paiements des pensionnés, rentiers et veuves grâce aux données biométriques recueillies, notamment les empreintes digitales et photos. Le chef d'agence CNPS de SAR, Mamatsugi Shidimi, a précisé que ce recensement est d'une grande utilité pour la célérité dans le traitement des dossiers de prestations et la conformité à leur paiement. Pour sa part, le chef de mission de la CNPS, Abdoulaye Mamad Tapkres, a dit que durant cette opération, 1556 pensionnés et 196 rentiers de la ville de SAR seront enrôlés. Il demande le concours de tout un chacun pour permettre le bon déroulement de la dite opération. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaye Miandoula Somnaro, a affirmé que la CNPS a pour mission de traduire dans les faits la politique de sécurité sociale prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a opéré beaucoup de réformes. La présente opération, dit-il, doit permettre à terme de disposer de données fiables et actualisées pour les bénéficiaires sociaux et surtout de sécuriser les paiements grâce aux données biométriques.
Mbaye Miandoula Semnaro d'exhorter les pensionnés, rentiers et veuves des provinces du Moyen Chari et Mandoul à faire preuve de discipline et de respecter les consignes données par les agents de cette opération qui durera 10 jours. Une journée de salubrité a été organisée par quelques associations et ONG de la ville de Mao dans la province du Kanem. L'objectif est de rendre la ville propre et lutter contre les maladies liées à la saleté. Un reportage signé Mahamat Oumarwarou. Les membres des associations des jeunes engagés du CANEM, en collaboration avec l'ONG nationale ADIS, Association pour le développement intégré au Sahel, ont pris d'assaut le marché central de Mao. Pour le président de cette association, Salemala, l'objectif de cette journée de citoyenneté est de rendre la ville de Mao propre. Pour lui, cette action ne s'arrête pas seulement au niveau du marché, ils vont mener d'autres actions et cela dans toute la ville de Mao. Le maire deuxième adjoint de la ville de Mao, Mohamed Lamine Moussa, après avoir remercié les membres de cette association pour leur acte louable, leur a demandé de continuer sur cette lancée. Le préfet du Kanem, Brahim Alifa Ali, a apprécié l'initiative de cette association et leur a demandé de continuer dans la même lancée. Pour lui, il n'y a que les jeunes de la cité qui doivent poser l'acte avant que les autres les suivent. C'est pourquoi il a demandé aux associations de poser les actes allant dans le développement de notre ville, partant le développement de notre pays. Et puis le khalife de la confrérie Tidjania se trouve à Béché dans la province du Wadaï. Sur place, il a été accueilli par le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdebou. Une prêche a été aussi animée en faveur des adeptes de la confrérie de la ville d'Abéché. Dido Mohamed Barka. Le calife général de la confrérie Tidjania, Sini Al-Ali Bel Arabi, qui s'est fait accompagner dans son déplacement à Béchi par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Dr Mohamed Khatir Issa, et plusieurs membres du Conseil supérieur des affaires islamiques a animé un meeting populaire à la place de l'indépendance d'Abéchi. C'était en présence du gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, et des milliers de fidèles venus écouter le message du calife. Après le mot du comité d'organisation prononcé par Cheikh Abdoulaye Issa Mouhadir, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, et le mot de Sa Majesté le Sultan du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, le représentant de la confrérie Tidjania au Tchad, Cheikh Al-Khali Khalil, a axé son intervention sur l'unité et l'attachement à la confrérie Tidjania. L'occasion est tout indiquée pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Dr Mohamed Khatir Issa, de saluer la sortie massive de fidèles qui, selon lui, traduit leur attachement et l'amour à la confrérie Tidjania. Pour sa part, le calife général de la confrérie Tidjania, Cheikh Sini Ali Bel Arabi, a relevé que le choix de la ville d'Abéchi n'est pas un fait du hasard, car c'est une ville des oulémas connue par son histoire. Cheikh Sini Bel Arabi d'ajouter que son déplacement à Béchi s'inscrit dans le cadre de sensibilisation des fidèles de la confrérie Tidjania afin de donner des orientations relatives à la paix, l'amour du prochain et surtout de cultiver l'esprit du vivre ensemble. Cependant, il se réjouit du calme qui prévaut au Tchad. Le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, a félicité l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays, à savoir le Tchad et l'Algérie. Ramadan Erdebou d'ajouter que cette visite renforcera davantage les efforts du gouvernement en matière de la paix et du vivre ensemble. Sachez qu'aussitôt arrivé, le calife a eu une séance de travail avec les autorités de la place. Le nouvel évêque de l'Aï, Monseigneur Nadjibo Nicolas, est ordonné hier à la cathédrale de la dite ville. La cérémonie avait la présence de plusieurs fidèles et du gouverneur de la province de la Tandjilé, Garboujoum Meder Jacob. Le film de l'événement avec notre reporter Damgelidne Joël. Monseigneur Nadjibo Nicolas est dorénavant le deuxième évêque du diocèse de l'Aï.
C'est dans cette joie éclatante que les fidèles de l'église Famille de Dieu qui est à Laï et ceux venus d'autres localités vivent la consécration épiscopale de Monseigneur Nadjibap Nicolas. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le gouverneur de la province de la Tandilé, Ngarbodjoum Meder Jacob. C'est sur cet autel que le 11 mai 2002, Nadjibap Nicolas fut ordonné prêtre par Monseigneur Miguel Sébastien. 19 ans après, la scène se répète, mais cette fois-ci, c'est une ordination qui fait de lui pasteur de cette église. S'inspirant de textes liturgiques qui montrent les voies d'accès à la sainteté, le consécrateur situe le récipiendaire sur ses nouvelles charges. Cher Nicolas, c'est le Seigneur avant tout qui t'a choisi pour devenir serviteur de ce peuple qu'il te confie. Sois prophète à la manière des issus. Tu dois annoncer la parole de Dieu à temps et à compétent. Tu dois annoncer la parole de Dieu et non pas ta parole, tes idées, tes connaissances. Annonce une parole d'espérance à ce peuple qui est souvent découragé, sans espoir. Le désormais évêque du diocèse de Laï a remercié Dieu pour la grâce qu'il lui accorde en lui confiant la responsabilité de diriger son peuple. Il sollicite l'accompagnement des fidèles et du clergé dans l'accomplissement de sa mission qui consiste selon lui à servir les autres et non se servir. Pour exprimer leur gratitude et témoigner leur attachement au nouvel évêque, les fidèles, dans l'allégresse, lui ont apporté des dons de diverses natures. À Kalaït, les autorités locales décident de la fermeture des pharmacies qui ne respectent pas les notions médicales. Pour eux, la présence de ces pharmacies est un danger pour la population. Mamatoke. Le phénomène de la vente et l'usage de faux médicaments persiste à Kalaït dans le département de Mourtia, province de l'Enedi-Ouest. Le délégué provincial de la santé de l'Enedi-Ouest, Dr Djiber Ahmad Ali, qui a ordonné jeudi 20 février 2020 la fermeture de 13 formations sanitaires à Kalaït dans le département de Mourtia, province de l'Enedi-Ouest. À la tête d'une équipe de contrôle sanitaire, Dr Djiber Ahmad Ali, qui a fait une descente dans la ville de Kalaït pour effectuer un contrôle des structures sanitaires. Dès son arrivée, la délégation a procéder automatiquement à l'inspection des lieux, la vérification du matériel de travail, l'autorisation de fonctionner, la provenance des médicaments. Selon le délégué sanitaire Dr Djiber Ahmad Aliki, la plupart des responsables de ces cabinets et dépôts pharmaceutiques ne détiennent pas d'autorisation de fonctionnement du ministère de la Santé publique. Certains ont transformé la pratique médicale en une banale escroquerie de la population. À cet effet, 13 dépôts pharmaceutiques et cabinets de soins ont été fermés. L'équipe du délégué sanitaire provincial était accompagnée des autorités civiles et militaires et communales de Kalaït. Une équipe a été mise sur pied au niveau départemental pour lutter efficacement contre les faux médicaments et les circuits illicites. Il se tient depuis ce matin à la cellule permanente un atelier de validation de l'étude exploratoire sur les facteurs d'appropriation des programmes et projets dans le secteur rural. On en sait plus avec Ali Mamad Bello. La cellule permanente pose sur la table de discussion une étude exploratoire. Cette étude met en relief les facteurs d'appropriation des programmes et projets dans le secteur rural, un secteur prioritaire qui bénéficie d'une attention particulière. Notre principale mission est de mettre à jour et analyser les informations du secteur rural, afin de créer et consolider les conditions favorables à une meilleure synergie entre les intervenants du développement rural, notamment pour l'atteinte des objectifs stratégiques que sont augmentation de la production, émergence des filières compétitives, gestion et valorisation des ressources naturelles, promotion du monde rural, amélioration de l'efficacité des interventions publiques. Voilà, il est important pour les bénéficiaires de cerner les actions posées en leur faveur de manière à les rendre plus bénéfiques au pays. Après sa validation, ce document servira aussi d'outil aux décideurs pour orienter les projets futurs. Par sa validation technique, vous apporteriez des éclairages précieux
pour tous les ministères en charge du secteur rural. Ces éclairages vont servir notamment de point d'attention sur chaque programme ou projet de façon que les conditions d'appropriation des initiatives de développement par les populations bénéficiaires soient réunies. Le Tchad attend beaucoup de ces assises aux ambitions nobles qui concourent à booster le secteur rural. Un secteur porteur qui les mène doucement mais sûrement vers son émergence à l'horizon 2030. Suite à l'incendie qui a ravagé un quartier de la commune de Maïgano dans le département de Dababa, province de Hadjer-Lamis, une délégation conduite par la députée Fatimé Nouracha Ramadan s'est rendue sur les lieux du drame pour constater les dégâts et apporter une assistance. Assistance composée de nattes, de couvertures, de cartons de savon, de sucre et de sel a été remis aux sinistrés. La députée a en outre exhorté la population à la solidarité et à l'unité. Notons que ce geste a été hautement apprécié par les sinistrés qui ont formulé toute leur gratitude à la députée. L'association des jeunes pour le développement du bar El Gazelle encourage les élèves du lycée de l'unité de Moussoro à la lecture. Elle a offert des livres à la bibliothèque de cet établissement d'enseignement secondaire. Les précisions avec Ahmad Daladou. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des enseignements et aussi de réussir le niveau des élèves, l'association des jeunes pour le développement du bar El Gazelle AJDB a doté la bibliothèque du lycée de l'unité de Moussoro, dénommée Bibliothèque Mamad Hassan Doudou, de 300 livres de différentes disciplines. Après avoir s'acquitté de son devoir, qui est de remercier l'assistance, le secrétaire général de l'AJDB, Hamid Moussa Issa, a souligné que son organisation a fait de l'éducation une priorité absolue. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du bar El Gazelle, Moussa Abakarzen, a confirmé la détermination de l'AJDB à appuyer le système éducatif. Le secrétaire général du département de Bar El Gazelle Sud, Hadji Kassalo, représentant le préfet, a salué les actions de cette organisation qui vient renforcer la bibliothèque du lycée au profit des élèves. C'est à travers la lecture qu'on apprend une langue, dit le secrétaire général du département. Le proviseur du lycée de l'unité de Moussoro, Mohamed Ibrahim Issaka, a remis une attestation de reconnaissance à l'association des jeunes pour le développement du Bar El Gazelle pour le service rendu. Parlons également de l'association d'appui au développement socio-culturel de Mataya qui a tenu sa 4e assemblée générale. C'était ce dimanche au palais du 15 janvier, à l'ordre du jour à la mise en place d'un nouveau bureau. Omar Ibrahim. Les fils et les filles de la communauté Kenga sont en assemblée générale ordinaire. Objectif, restructurer le bureau exécutif de l'association d'appui au développement socio-culturel de Mataya. Un bureau composé de 23 membres. Le président sortant Godi Tari est reconduit à son poste. Quand tu es à la tête d'une organisation, c'est toujours difficile. Mais quand tu as la confiance de tes parents, quand tes parents te demandent de les aider dans une tâche, tu ne pourras pas refuser. Quelquefois, ces réticences, tu seras obligé de continuer. Je demande à tous nos villageois, à tous les Tchadiens de s'organiser, de se regrouper pour le développement de notre pays. Godi Tari a en outre dressé les bilans de son premier mandat. Les membres de la dite association se sont relayés pour relever les difficultés qui minent le fonctionnement de leur organisation. Créée en 2014, l'association d'appui au développement socio-culturel de Mataya œuvre pour le développement de leur localité. Parlons sport avec la poursuite de la saison hippique 2019-2020 qui se déroule à l'hippodrome du village Raf, situé à la sortie sud de la capitale. La 3e journée qui s'est déroulée ce week-end a été marquée par 5 courses. Kando Théophile nous en parle. 5 courses sont au programme de cette 3e journée de la saison hippique 2019-2020, dénommée le Grand Derby de l'ARCT. Les 2 premières courses longues, chacune de 1700 mètres, ont mis aux prises respectivement 7 chevaux et juments n'ayant jamais couru et n'ayant jamais gagné. Puis 8 chevaux et juments ayant gagné de 15 à moins de 60 points. À l'arrivée de la première course, c'est la jument de Abderrahman Djibrine Abderrassoul Batoul, montée par Abderrahman Obi, qui a triomphé. Le trophée de la 2e course a été enlevé par le trotteur de Ahmad Abakar Adib Al-Madjoul
drivé par Mahmoud Moussa. La troisième course distante de 1800 mètres a opposé 5 chevaux et juments de la catégorie race-race. Au finish de cette course, c'est le cheval Joumaïra de Oumar Djibril Doudou qui a permis au jockey Abderrahmane Moussa de brandir le troisième trophée. 4 chevaux et juments sont alliés au départ de la quatrième course. Cette course qui a opposé les chevaux et juments des races étrangères est remportée par le trotteur de Begui Idriss Déby, drivé par Mamad. La dernière course a opposé 4 chevaux de la catégorie Gargachi. Cette course longue de 2000 mètres a vu la domination de la jument de Ignace Artir Amin, Diana, qui a permis à son jockey Abakar Tahir de soulever le plus grand trophée de ce derby de l'ARCT. Le secrétaire général de l'ARCT, Ahmad Abakar Adib, annonce aux amoureux du sport équestre que désormais toutes les courses de cette saison hippique 2019-2020 se dérouleront sur cet hippodrome, y compris le Grand Prix du président de la République et celui du 8 mars. Et c'est sur cette page sportive que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.